Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parlez beaucoup, mangez l'argent, voyagez beaucoup seulement, mais travaillez beaucoup, créez des choses, emploie des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bienvenue chez les GG, mesdames et messieurs, en ce 27 juin 2018, ensemble jusqu'au port de 11h, vous aider à mieux comprendre l'actualité. C'est le but évidemment de cette émission, mesdames et messieurs. Vous nous regardez partout en Afrique, vous nous écoutez aussi à la radio partout en Guinée. Merci à vous à l'international. Mamoudou Kondé à la réalisation, Prince Diallo combiné, Radio TV. Un Portugais présumé auteur d'un viol sur une jeune mineure a été mis aux arrêts, puis libéré par le PM3 de Matam. La famille de la victime crie au scandale et demande des comptes car le mis en cause aurait reconnu volontairement les faits qui lui sont reprochés et s'était engagé donc à dédommager la jeune fille à hauteur de 500 000 euros. Je dis bien 500 000 euros. L'argent a-t-il été versé? Si oui, à qui? Pourquoi le Portugais a-t-il été libéré? Que dire de l'état réel de la jeune victime? On essaie de comprendre ce matin avec la tante de la victime, Madame Maïmouna Ba, tante de la victime que nous allons avoir dans ce studio. Le grand oral, c'est avec Khalifa Gassama Diaby, notre invité exceptionnel ce matin. La Guinée, un pays à la croisée donc de chemins, alors qu'elle peine toujours à porter un passé lourd de rugosité, le dit Titi, elle s'apprête donc à affronter un avenir qui ne s'appréhende pas forcément sous les auspices les meilleurs. En cause, cruciale échéance électorale dont les conditions d'organisation, plus que par le passé, pourraient comporter les germes de menaces plus sérieuses à la paix, à la stabilité des institutions démocratiques, à la cohésion sociale. Ajoutez à cela d'autres défis tels celui de la construction d'un état de droit dans un contexte d'incivisme à toute vapeur où l'État et les populations donc se rendent coupables presque au quotidien de violations continues des lois et des normes. Comment y faire face? À quel prix? La Guinée abordera-t-elle ces multiples défis? Comment parvenir à une démocratie apaisée dans le pays? On essaye de comprendre ce matin avec notre invité exceptionnel, M. Khalifa Gassama Diaby, il faut le rappeler, ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté, qui brise le silence dans lequel il s'est emmuré depuis quelques mois. D'autres sujets viendront s'ajouter à tout ceci pour votre plaisir. Mesdames et messieurs, encore une fois, merci de nous rejoindre. Abakar Diallo, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Madame Yoruba. Bonjour Lamine, de retour de Paris, joli costume. Merci beaucoup. Et il est tout rouge là quand tu lui fais les fleurs. Roby, bonjour. Bonjour. Jolie cravate. Bonjour. Le meilleur costume reste celui à 8 poches avec Sekouba Konaté. Ah bon? Ah, Ah ouais, sur la photo, bah oui. Ah oui, dans l'interview. Hein. Ouais, c'est ça. avec au moins 16 boutons. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? C'est le fonctionnaire guinéen. Ah ben attendez, j'ai 41 ans là, les gars. Non, mais c'est un beau gosse, il reste un beau gosse quand même. Voilà. Vrai Faut beau mettre un gosse. petit peu la bogosité en valeur. Bien, Kassori devant les députés ce matin. Les gars, franchement, Roby, tu t'attends à quoi exactement? Je m'attends à un jeu d'enfant, hein, un train-train quotidien. Non, Je m'attends. quand même, Ah, Bakar, laisse-moi Bakar, continuer s'il te jusqu'au plaît, plaît. s'il te plaît, Titi. Laisse-moi continuer. Ben voilà, quoi. Oui, Mais mais pour une fois, quand même. Mais non, tu ne peux pas. Non, mais moi, Un jeu d'enfant, mais je non, quand même, non. laisse-moi le dire. C'est à la limite, c'est insultant. Quand même. Mais Roby, C'est pas un jeu d'enfant. mais laisse-lui, c'est son opinion. Je m'attends à un jeu Quand même. d'enfant, Ben oui. à un train-train quotidien. Je m'attends à rien du tout de pertinent, de nouveau. Nous allons avoir un Premier ministre qui va venir devant les députés, qui va dérouler un programme gouvernemental, et nous aurons en face de lui une majorité de députés acquis à sa cause, aux Des abois, grandes gueules. d'accord? Parce que c'est la réalité, et moi je me dis encore une fois, il faudrait que vivement les prochaines élections, parce que nous avons vu que cette assemblée a complètement montré ses limites. Nous avons des députés qui sont là, qui comprennent rien à leur comment je vais dire, passez-moi l'expression, à leur mandat, etc. Les Donc, à grandes leur gueules. mission. Oui. Déjà, la preuve, c'est que la plupart des villes ou des préfectures à l'intérieur du pays ont subi l'inefficacité des élus de ces régions. Oui. Alors, est-ce que la tradition va continuer? J'espère bien. Mais cette fois-ci, je vais vous dire ce que la majorité
des députés à l'Assemblée nationale sont déjà acquis à la cause de la primature. Donc nous aurons un Premier ministre tout puissant qui va venir devant les députés. Je ne m'attends pas à des questions vraiment pertinentes, à des questions qui vont pousser le Premier ministre à dos, à sortir de ses gonds, à sortir de ses réserves. Il y a beaucoup de questions en suspens. Est-ce que par exemple la lutte contre la corruption, dit-on, qui est de son fait, je mets entre guillemets, est-ce que nous allons poser la question, est-ce que ça va continuer? Est-ce que la lutte contre la corruption va continuer? Est-ce que certains acteurs qui sont de près ou de loin mêlés à des détournements ou à des gestions peu catholiques de la manne financière, est-ce que ces personnes-là seront épinglés? Est-ce que les poursuites judiciaires vont continuer? On s'attend à des questions pareilles. On s'attend aussi à des questions du mandat, du troisième mandat, parce que ça fait écho, ça continue de faire écho. Est-ce que la question sera posée directement au Premier ministre pour qu'il s'exprime là-dessus au nom du gouvernement, puis pas peut-être au nom du président de la République, mais au moins l'avis du gouvernement sur la question? Est-ce que des questions sur des investissements qui ont été brandis ici devant nous par M. Kassouri Fofana lorsqu'il n'était pas Premier ministre, mais lorsqu'il était ministre des PPP, et des investissements comme l'autoroute, je ne sais pas moi, Kaloum Mafreya, des investissements comme la cité en bordure de mer du côté de la résidence 2000. Il y a eu beaucoup de projets qui ont été brandis ici à l'époque par le PPP. C'est différent parce que là, c'est le PM là. Oui, mais justement. Voilà, il vient dans une condition assez difficile. Attention. Non, je sais de quoi je parle, mon cher ami. Mais attendez, non, la gestion. Attendez, quand vous interrogez Kassouri, il dit écoutez, ça, je sais pas, on n'a trouvé rien du tout. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je me dis, c'est assez complexe, honnêtement parlant. D'où ma perplexité, d'où je vous dis que je ne m'attends pas à grand chose, parce que moi, je me dis, la gestion, c'est une continuité. C'est pas parce que ce n'est. Non, je ne le tue pas. Non, mais attends, mais je dis les faits. Kassouri était tout puissant ministre des PPP. Il y a eu des projets qui ont été brandis qui n'ont pas été réalisés. Kassouri, Premier ministre, devant les députés. Ma foi, il faut lui poser la question. Pourquoi? Donc tu crois pas du tout? Je crois à rien du tout, moi, dans ce pays, finalement. Roby. Mais oui. Mais non, comment ça? Je comprends pas. La preuve est là. Regardez vos visages, vous-même, vous êtes tous tristes ce matin. Mais comment ça Tous les Guinéens sont tristes dans la rue. Regarde Moussa. Ce n'est pas une raison, mais non, Moussa, ce n'est pas une raison. Prendre la hauteur un petit peu. On parle de la politique générale, là, c'est très important. Oui, mais je suis en train de vous donner, moi, mon analyse des faits. Je vous dis encore une fois qu'on est dans un pays où le peuple a fini par perdre confiance en l'élite. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont les faits qui sont têtus. Il est PM depuis combien de temps? Il est PM depuis combien de temps? Il est PM depuis bientôt un mois. Voilà. Oui, moi, juste. C'est trop tôt. Moi, à mon avis, c'est la nomenclature qui change. Non. Mais attendez, permettez-moi. À mon avis, c'est la nomenclature qui change. Kassouri, tout puissant ministre des PPP, grand draineur des investissements en Guinée, c'était quand même un Premier ministre sans le dire le nom. Il était le tout puissant. Il était plusieurs mètres en dessus de Mamadou Youla. Il faut être d'accord avec ça. Et donc, il n'a fait que prendre place dans le fauteuil de la primature, changer la nomenclature de sa fonction, mais en réalité, il a toujours été tout puissant ministre. Voilà. Mais non, attendez, Roby, franchement, c'est trop facile. Allez-y. C'est la vérité. Moi, je crois qu'il ne faut pas faire d'amalgame. C'est vrai que la politique générale. C'est vrai, je peux lui concéder le fait qu'il soit triste. Moi, je ne suis pas triste. J'aborde la vie chaque matin avec beaucoup d'espoir et avec beaucoup de courage. Et je pense que notre pays, c'est une jeune démocratie, donc il y a tout l'avenir devant. C'est les difficultés qui font que tu abordes la vie avec. Oui, mais ce sont justement à cause de cette difficulté qu'il faut continuer à se battre. C'est pour ça qu'on a dit un pays, s'il veut la bagarre verbale, il n'y a pas de problème. Un pays ne se fait pas en un jour. Voilà. Donc, Paris ne s'est pas fait en un jour. Notre pays aussi il faut tous les pays passent forcément par ces chemins tortueux. Il n'y a pas droit de débat. Fait de balbutiements, oui. Quand vous prenez un petit peu l'administration guinéenne aujourd'hui, Kassouri, ça fait plus de 40 ans quand même qu'il est dans l'administration. Effectivement. C'est pas rien du tout. C'est pas rien du tout. Non, c'est pas rien du tout. C'est vrai que le contexte, vous l'avez dit, Kassouri aurait confié que son gouvernement n'hérite pas de grand chose du point de vue en ce qui concerne les caisses de l'État.
il y a à cela, il faut ajouter le contexte sociopolitique assez tendu dans lequel il arrive. Et il devra faire face très rapidement à la crise, au contentieux, au règlement du contentieux électoral consécutif à la tenue des élections communales. Parce que les exécutifs communaux ne sont pas installés, l'opposition va revenir dans la rue, ça c'est certain, au retour de... Et là, c'est le d'Alain Diallo aussi, rien n'est fait. Moi, je ne vois pas Kassori faire bouger les lignes en ce moment très rapidement pour éviter donc de nouvelles secousses sur le front politique. Il y a les syndicats donc qui fulminent avec ce qui va se passer, le réagissement du prix du carburant. Il y a donc la crise économique, parce que jusqu'à présent, vous l'avez dit, jusqu'à présent, les départements, les nouveaux ministres qui sont nommés n'ont même pas leur budget, parce qu'il y a, selon nos informations, il n'y a pas grand-chose dans les caisses de l'État. Donc, il y a les élections législatives aussi qui pointent à l'horizon, alors qu'on n'est même pas sorti des communales. Il y a la présidentielle, donc ça fait un contexte extrêmement hostile, extrêmement difficile qu'il va devoir affronter. Donc Kassori ce matin, devant les députés, il devra dire comment il fera face au dialogue social. Comment il va s'attaquer au dialogue social, comment il va résoudre tous ces problèmes, les différents secteurs économiques, les réformes à apporter, les investissements, la coopération, les programmes, les différents programmes avec les institutions internationales de financement. Je crois que c'est un exercice républicain. La déclaration de politique générale, parce que cet exercice auquel il va se livrer aujourd'hui, et quand on est nommé Premier ministre, donc on prend le temps, on vient devant les représentants du peuple pour expliquer ce qui est les grands axes de sa politique générale, au plan politique, au plan économique. Donc c'est un exercice de ce type. C'est très important. Oui, les hommes, parce que il faut des hommes pour mettre en œuvre cette politique. Et je pense que Kassori aussi, c'est un handicap aussi, un handicap majeur, parce qu'il n'a pas, il n'a pas l'effectif, il n'a pas l'équipe qu'il faut, parce qu'on le sait, un homme courageux, donc il va vouloir mener à grand train les réformes. Très influençable. Mais non, je sais de quoi je parle, honnêtement parlant, parce que je veux dire, venir déjà, s'il devait faire le nettoyage, c'est tout déjà à la primature même. Je sais de quoi je parle. Tout à fait. Il y a des gars aujourd'hui comme le shérif de Washington qui sont mis de côté, ils parlent pas, ces gens-là. Et shérif de Washington, c'est lui qui a construit Doncaster. Il faut avoir le courage de le dire, c'est très important, Moussa Moïse. Oui, je suis d'accord, mais au-delà, au-delà de la primature, il y a le gouvernement. Je sais. Vous avez vu tous ces anciens ministres que le président a remis dans les bras de Kassori, qu'il n'arrive même pas à contrôler. Il y a le ministre de la justice, le ministre de l'administration du territoire, le ministre de la sécurité, mais tous ces gars qui se plantent à longueur de journée, qui n'ont pas de résultats. Mais tout ça va se retourner contre Kassori, parce que ce gouvernement, il ne l'a pas conçu, c'est pas le sien. C'est un gouvernement fabriqué de briques et de brocs. Au-delà de tout ça, si tu as des gens, je veux dire, si tu as des hommes, si tu as tes hommes, après, ça va être plus facile. Allez-y, ce n'est pas une question de personne dans cette émission. Si je le dis, je parle en connaissance de cause. Le gars, il est malheureux. Comment tu peux construire un homme comme ça et que du jour au lendemain, tu n'es pas écouté? Tu as la merci de tout le monde à la fin du compte. Il y a un moment, il faut que ça cesse. Les grandes gueules. Moi, je prends vos propos avec des pincettes. Je ne sais pas d'où est-ce que vous les tenez. Certainement que vous êtes très proche des couloirs de la primature. Partout. Mais ce que je souhaite dire, c'est qu'il n'y a pas longtemps, shérif de Washington postait encore des photos sur Facebook avec ce sommet du côté de Bruxelles. Moi, je vais vous dire une chose. La forêt qui cache l'arbre. C'est vrai, c'est vrai. Mais lorsque ça va être chaud, on peut dire le contraire aussi, madame. Lorsque ce sera chaud entre les deux hommes, je pense que shérif de Washington prendra la parole. Il pourra s'exprimer. Mais pour l'heure, s'il ne parle pas, c'est que tout va bien. Alors, moi, ce que je veux dire par rapport au passage de Dr Kassori, la restructuration du cabinet du Premier ministre, ça va arriver. C'est pas du jour au lendemain. Quand même, certains disent, mais c'est pour ironiser que shérif de Washington, c'est quand même le sac de voyage de Kassori. Partout où il est, c'est d'abord shérif que l'on voit. Mais merci, donc, je vois pas, on ne peut pas en faire un problème. Maintenant, Lamine, ce qui est important, c'est ce que le Premier ministre va aujourd'hui dire devant les députés. Qu'est-ce qu'il va bien dire? Parce que la politique de déclaration, mais ce sont les grandes orientations qu'il souhaite donner donc à ce gouvernement, les réformes qu'il va entamer, mais aussi les actions qu'il va entreprendre. Alors, par quels moyens tout ceci va être mis en œuvre?
Moi, ce sont ces questions que je me pose aujourd'hui. Mais ce qui m'inquiète de plus, ce n'est pas ce que Kassory dira. C'est un homme qui a l'expérience de ce genre d'exercice. Il sait bien comment tenir en haleine une assemblée. Il sait comment cristalliser toutes les attentions sur sa personne. Mais je vous dis, non, c'est pas un grand timide quand il s'exprime sur ce qu'il doit faire. Mais le problème chez moi, l'inquiétude majeure, c'est... Est-ce qu'il y a dans la salle, au niveau de députés, t'as les mêmes inquiétudes que Roby, en fait. Non, des gens capables de déceler les quelques failles qui seront ça et là dans le discours que tiendra Dr Kassory Fofana. Est-ce qu'il y a des députés capables, après même le passage de Dr Kassory Fofana, de vérifier la mise en application, l'adéquation entre ce qu'il a dit et ce qui se fait sur le terrain? Parce que après les députés, moi je suis déçu quand même des résultats que l'Assemblée nationale nous a produits. C'est quand même des gens qui sont très prompts à l'écoute, au regard. Mais après, derrière, il n'y a plus rien. Je commence à donner raison à ceux qui pensent que les primes et les quelques montants qu'on leur donne dus à leur fonction, c'est un peu ce qui intéresse beaucoup d'entre eux. Il n'y a pas d'action véritable. Alors, tout ce que Kassory aura dit, il pourra le dire. Il est le Premier ministre. Je sais qu'il a de bonnes intentions. Le fait pour lui déjà de taper sur la table sur la promptitude, l'assiduité des fonctionnaires au travail, c'est déjà un engagement important déjà. Mais derrière... Non, écoutez, Lamine, c'est une bonne intention. Après, il faut voir l'applicabilité. Il faut donner l'exemple. Mais derrière, il ne donne pas l'exemple, lui. Alors là, pas du tout. Non, mais attendez, c'est pas ce que j'ai appris, mais la loi ne dit pas d'être au travail à 7 heures. Avant à 8 heures. Voilà. Ce que je veux, c'est que les députés fassent au Premier ministre et du background, qu'ils puissent ne pas qu'écouter, qu'après il y ait de la vérification et qu'ils puissent sortir de cette léthargie secteur dans laquelle ils sont depuis. Parce que c'est important. On prend l'énergie par exemple, où carrément, je veux dire, c'est une guerre sans merci entre Oye Guilavogui et Talibé Silla, mais ces deux-là ne s'aiment pas. C'est juste incroyable. Justement, l'argent qu'on a mis dedans, là j'ai vu qu'on essaye, en tout cas, comment dire, de partir point par point, par secteur. Combien a votre préoccupation aujourd'hui, allez-y. Le secteur de l'énergie, rapidement. Kassory va annoncer de bonnes intentions, mais il ne pourra pas avoir une même issue sur ce secteur. Ce secteur appartient au président Alpha Condé. C'est la plupart des investisseurs que vous voyez dans ce secteur, ils sont venus par le biais du président Alpha Condé. On parlait de ces Mauritaniens, c'est lui qui les a fait venir. Et vous savez toute la surfacturation derrière ce marché. Alors, donc le fait pour nous d'ailleurs de voir la construction de barrages hydroélectriques qui coûtent presque 2 fois le prix normal, c'est parce que tout simplement autour de lui, il ne s'est pas fait entourer des bons hommes qui pouvaient au moins discuter. Prendre l'exemple sur d'autres pays qui ont construit ces genres de barrages hydroélectriques. Moi, je pense que c'est un secteur où Kassory ne pourra pas avoir une même mise. Vous savez, un président qui est même Premier ministre populaire, entre guillemets, comme Kassory, populaire comme Kassory, il ne souhaite pas. Écoutez, vous placez un Premier ministre comme ça et que vous avez des velléités, vous ne souhaitez pas quand même qu'il ait aussi tous les résultats à son compte, qu'il puisse donner le courant aux Guinéens, qu'il puisse donner l'eau aux Guinéens. En ce moment, vous, le président, politiquement, vous disparaissez. Donc je ne pense pas que le chef de l'État laissera entre les mains de Kassory tous les secteurs régaliens, là où il peut s'appuyer pour un prétendu 3e mandat. Allez-y, madame. Secteur par secteur, c'est important. De toutes les façons. Votre combat de tous les jours, par exemple, le genre, c'est important. Avec ce qui s'est passé du côté de... Hier, vous n'étiez pas dans ce studio, ce qui s'est passé du côté de Jean-Paul II, entre autres. Allez-y, madame. Le ministère de l'Action sociale, vous savez que il y a eu des décisions. Les grandes gueules. Jean-Paul II, c'est un centre de formation sociale qui relève du ministère de l'Action sociale. Beaucoup pensent que, puisque c'est un hôpital, que des patients y viennent, que ce département relève du ministère de la Santé. Ce n'est pas le cas. Mais vous parlez de Kassory comme s'il avait une baguette magique. Il viendra chapeauter les actions du gouvernement. Il va présenter sa politique générale devant les députés. Il aura toute la bonne volonté du monde. Quand la volonté politique au sommet, je veux parler du chef de l'État, Moïse l'a dit, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que moi, quand on me dit que, par exemple, qu'ils sont venus, ils n'ont trouvé rien, qu'ils n'ont rien dans les caisses, moi, ça me fait mal au cœur. Comment ça marche? Qu'est-ce qui se passe? Alors que la Guinée, on dit qu'on va devenir le 2e pays producteur de bauxite dans le monde. Qu'est-ce qui se passe avec tout ce qui se passe à Bokeh, tous ces camions que vous voyez? Peut-être que vous partez là-bas, on sort des tonnes et des tonnes de bauxite. Kindia commence à continue à fonctionner. La CBK continue à fonctionner.
comment on appelle, la CBG continue à fonctionner. Vous avez combien de tonnes, combien de grammes d'or qui sortent de la Haute-Guinée, des mines de Sigiri, la SAG et tout, de kilos d'or? Combien sortent de là-bas? La douane qui quand même fait vraiment des résultats à la fin de chaque année. Le port. Et le port autonome de Conakry, vous nous dites qu'il n'y a rien dans les caisses. Où vont toutes ces recettes-là? L'argent là, il est où? Moi, je me pose des questions. Bien. Et avec cela, on vous dit oui qu'on va augmenter le prix du carburant. Moi, je me demande comment fonctionne ce pays, quoi. Après, on vous dit c'est une jeune démocratie. Paris ne s'est pas fait en un jour. Pourtant, la Guinée se fera quand? On est indépendant depuis combien de temps? Depuis combien de temps? Lamine, il faut qu'on ouvre les yeux. Écoutez, qu'on ouvre les yeux, qu'on ne nous trompe pas tous les jours, comme si vous n'êtes pas un citoyen de ce monde. Aujourd'hui, on n'est pas citoyen d'un pays, on est citoyen du monde. On sait comment les choses se passent partout dans le monde. Bien. Le Sénégal à côté, on a été indépendant avant ce pays-là. Mais voyez le niveau d'évolution de ce côté. Voyez les routes, voyez le courant, l'électricité, voyez la gestion des ordures, comment ça se passe, comment eux ils ont fait. Est-ce qu'ils ont une baguette magique? C'est parce qu'ils ont fait une gestion saine. C'est de cela qu'on a besoin dans ce pays. Voilà, vous faites bien de toucher les mines, parce qu'on nous parle de 400 millions de dollars quand même d'investissement en 2017, quand on parle mine, et on parle de UMS, entre autres, et c'est des infos vérifiées. On va essayer, parlant de carburant, on va essayer d'appeler le ministre aujourd'hui, on va tenter le coup. Koulibaly, qui nous allons joindre, parce que ça fait beaucoup s'agir dans la cité en ce qui concerne l'augmentation du prix du carburant. Oui, mais moi j'applaudis votre capacité à chaque fois à faire la pirouette, parce que au début vous êtes pessimiste, après vous revenez, vous êtes tout négatif et positif, après vous revenez pessimiste. Abakar tout à l'heure qui me dépeignait un gouvernement en difficulté avec un premier ministre qui n'est pas en accord, en symbiose avec la plupart des ministres que lui-même n'a pas choisi. Alors je me demande, entre la politique générale que lui il va déclarer devant les députés, ça y est, la politique générale c'est un discours, tout le monde peut s'asseoir et rédiger un discours dans la terminologie. Mais attendez, je vais vous dire, je veux dire ce que je pense et je veux que vous l'acceptiez, d'accord? Rédiger un discours de politique générale, tout intellectuel peut le faire. Tu as la rhétorique, tu as le verbe, tu as la personnalité. Kassouri c'est un bling bling. On n'est pas à rédaction là, Roby. Permettez-moi, voilà, je vais vous dire, relève le niveau. Non, je relève le niveau. C'est la vérité, ce que je dis. Mais entre la politique générale et l'application de cette politique, il y a toute une différence. Vous avez un premier ministre qui, vous-même vous dites, n'a pas nommé son propre gouvernement. Alors, vous avez un premier ministre qui a affaire à des ministres qui, à un moment donné, vont lui faire des croche-pieds dans certaines décisions. Il n'y a pas de solidarité gouvernementale. Comment voulez-vous qu'il réussisse ses actions? Et le temps court. N'oubliez pas que Kassouri a moins de 2 ans pour réaliser toutes ses missions. Va-t-il réussir sa mission? Gros point d'interrogation. Sur la question des caisses de l'État, c'est devenu la chanson actuelle. Ah, les caisses sont vides, les caisses sont vides. On se souviendra que dans ce même studio, le ministre du budget a été notre invité à la rentrée. Et qu'est-ce qu'il nous avait dit? Il nous avait dit que les caisses sont tellement pleines que ça déborde. Alors où est parti cet argent? On est dans un pays où on dit non, mais le pays n'a pas d'argent, on est en difficulté. Mais en même temps, on dit que le ministre de l'économie, la ministre de l'économie limogée, a été la meilleure ministre de l'économie. Monsieur le ministre du budget a été le meilleur ministre du budget. D'ailleurs, il est bombardé, ministre conseiller à la présidence. Je ne comprends pas. Où sont les performances? Non, mais vous ne pouvez pas féliciter Toto, parce que Toto, il fait des mauvais résultats. Bien. Allez, en direct dans notre émission, Diakaria Koulibaly. Les grandes gueules. Monsieur Koulibaly, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans les grandes gueules. Alors, cette perspective qui agite les esprits en Guinée, de toute évidence, votre gouvernement aurait pris la décision de procéder à un réajustement du prix des hydrocarbures, donc du carburant en Guinée, au plus tard à la mi-juillet. Est-ce que vous confirmez? Alors, je confirme que la perspective est en cours. Elle sera bien évidemment discutée avec les acteurs sociaux, comme ça a toujours été le cas. Ça vient depuis 8 mois, les prix ont flambé, les raisons sont connues. Le PEP s'est entendu à diminuer la production. Et qui diminue la production dans une perspective de croissance de la demande, crée une flambée sur le prix. Il y a également les crises vénézuéliennes et libyennes. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, sur le plan international, le prix a monté. Mais le gouvernement ne pouvait pas augmenter, sinon le déséquilibre depuis 2017 est constaté. Mais vous vous souviendrez qu'en février 2016, un accord avait été signé avec les acteurs sociaux, dans lequel accord il y avait des préalables pour augmenter. Le premier préalable était que le prix de 8 000 devrait être maintenu figé jusqu'à fin 2016 et qu'au-delà de 2016, tant que le baril
n'est pas dans la fourchette de $57, le gouvernement ne peut pas augmenter. Ces conditions sont remplies, les discussions vont être ouvertes avec les acteurs sociaux pour discuter du nouveau d'augmentation du prix et des mesures d'accompagnement. Oui. Alors, hier, Abakar se battait dans ce sujet d'une manière de nous faire comprendre. En français facile, parce qu'on nous parle de déficit. Qu'est-ce que vous avez à dire dans ce sens? Parce qu'on parle de 10 000 milliards, je ne comprends pas. 1000 milliards, c'est bien cela. De moins-value donc enregistré par le gouvernement sur une période d'octobre à maintenant. Je parlais de près de 1000 milliards de moins-value sur la TSPP. Vous savez que le prix du carburant ne se définit pas localement parce que ce n'est pas une production locale. Oui. Ça dépend du contexte international qui justement a celui de tout le monde. Oui, et l'inquiétude de Moussa Moïse aussi, c'était ça, parce que d'autres pays, ça baisse, mais ici, ça baisse jamais. Donc, il y a ce côté populiste aussi un petit peu, parce que je vois Roby, je vois Moussa Moïse hier ici, qui était vraiment un vrac, quoi, mais dans tous les sens, monsieur le ministre. Non, si vous permettez, on va vous expliquer cela. Allez-y. Vous parlez de deux concepts différents. Donc, quand les prix flambent à l'international, le prix est calculé ici mensuellement. Et quand il y a déséquilibre entre le prix réel calculé et le prix officiel, l'État prend la décision soit d'augmenter ou de renoncer à ses recettes. Donc, depuis octobre 2017, comme Bouakar l'a dit, il a parfaitement raison, la structure est déséquilibrée. Le prix réel calculé est supérieur au prix officiel. Ça fait que l'État a été obligé de renoncer à ses taxes et le cumulatif de ces renonciations aujourd'hui se chiffre à plus de 700 milliards de francs guinéens. C'est une réalité et demain, aujourd'hui donc, on va ouvrir les négociations avec le syndicat. On aura l'opportunité de leur présenter toutes ces photos-là. Et en fonction de ces réalités, la décision sera prise consensuellement d'augmenter et d'adopter des mesures d'accompagnement. Voilà, réajuster. La flexibilité dont vous parliez tout à l'heure, oui. Vous avez raison, le prix doit fluctuer parce que on l'a dit tout à l'heure, on n'a pas la main sur le prix du carburant, c'est pas comme de la tomate qu'on produit dans nos jardins potagers. L'option doit être prise et le président a instruit dans ce sens-là que le principe de la flexibilité soit adapté, d'abord pour une question d'équité, parce qu'il n'y a pas de raison de réaliser des plus-values sur le consommateur, mais également pour une question de transparence. Donc chaque fois que le prix va varier, on se mettra avec les acteurs, on appréciera l'amplitude de la variation et les décisions d'ajustement seront prises, qui peuvent être d'ailleurs dans les deux sens. Bien. C'est tout comme on peut augmenter. Voilà, Zakaria Koulibaly, il faut le rappeler, ministre des hydrocarbures et de la recherche pétrolière, en direct ce matin chez les GG. Allez-y Moussa. Monsieur le ministre, d'aucuns parlent de taxes spéciales et donc du coup, l'État pourrait bien s'en passer. Il n'y a rien de mal à ce qu'un État responsable mette la main à la poche pour soulager ses citoyens. Donc cette subvention, est-ce qu'elle est mal en soi? Et la deuxième question, vous parlez de mesures d'accompagnement. Peut-on savoir, ça va se situer où exactement? De quelles mesures d'accompagnement il va s'agir? J'ai écouté ce débat. Bon, c'est vrai que j'étais au Conseil, j'en ai entendu parler de propositions comme ça, l'État qui renonce à ses recettes. Hein? D'abord, on ne compense pas les recettes comme d'aucuns l'ont prétendu. Quand on fait la loi des finances, on équilibre en recettes et en dépenses. Donc, chaque fois que vous renoncez à vos recettes, ça veut dire que vous renoncez à vos dépenses d'investissement. Ce sont moins d'écoles, moins d'hôpitaux et moins de routes qui sont construites. Et c'est ce que Ruby disait quand il dit qu'il est triste, c'est parce que l'État n'a pas suffisamment de moyens pour réaliser ces investissements. Donc, il n'y a pas de raison de renoncer aux recettes. Par contre, il faut faire en sorte que les recettes soient utilisées rationnellement pour que cela contribue à consolider le revenu du Guinéen. Maintenant, vous parlez des mesures d'accompagnement. Parce que, je le dis souvent, quand on subventionne le prix du carburant, ce n'est pas pour enrichir les riches, comme cela se traduit en effet réel. C'est pour aider les catégories de populations aux revenus indécents à conforter leur pouvoir d'achat. Et ces catégories, vous les connaissez. Ce sont nos frères qui empruntent les taxis tous les matins. Ce sont nos mamans qui vont au marché. Ce sont nos parents qui produisent dans les milieux ruraux et qui ont besoin d'écouler leur production en ville. Donc, pour soulager ces gens, on a besoin de renforcer les services publics du transport. On a besoin de construire plus d'hôpitaux, plus d'écoles, plus de routes. Mais l'État ne peut faire ça que quand l'État a ses recettes. On ne peut pas demander à un athlète d'être performant quand les pieds sont liés. Donc, permettons à l'État d'avoir ses recettes. Et au même moment, je suis d'accord avec vous qu'il faut exiger que ces recettes soient rationnellement utilisées pour améliorer le quotidien du Guinéen. Quant aux mesures d'accompagnement, les instructions ont déjà été données.
par rapport au transport public. Je pense que le train va commencer. La subvention a été libérée sous l'injonction du président de la République. Il y a aussi des bus qui viendront renforcer le transport public. Et au-delà, les discussions seront ouvertes avec le syndicat aujourd'hui sur tous les éléments qui peuvent être influencés par l'augmentation du prix du carburant. Parce qu'il faut des mesures d'accompagnement qui aident à amortir l'effet inflationniste qui pourrait engendrer toute augmentation du prix du carburant. Et cette discussion sera ouverte aujourd'hui. Voilà. Diakaria Koulibaly, il faut le rappeler, un nouveau ministre des hydrocarbures. Allez-y, madame. Monsieur Koulibaly, vous dites que c'est pour renforcer les personnes, le niveau de vie des personnes que vous appelez des personnes à revenus indécents. Mais le plus souvent, c'est le contraire qu'on remarque ici. Quand le prix du carburant augmente, le plus souvent c'est le transport qui triple et le panier de la ménagère, vraiment, ça devient compliqué pour ces personnes, ce bas peuple-là. Et vous parlez d'investissement, par exemple, par rapport au transport. Ça fait combien d'années, par exemple, qu'on ne remarque pas ces investissements dont vous parlez? Il n'y a pas de bus. Comment cela va se concrétiser réellement? Parce que le plus souvent, on a l'impression qu'on augmente en Guinée, mais il n'y a pas de répercussion. Le peuple paye plus. Le peuple paye à chaque fois un peu plus. Ce que vous dites là, je pense que c'est de la pure théorie aux yeux des Guinéens, parce que ça ne se remarque pas réellement. Madame Yero, vous convenez avec moi quand même qu'avec ce régime-là, je ne suis pas en train de le dire pour flatter quoi que ce soit, qu'on a construit plus de routes, plus d'hôpitaux et plus d'écoles. C'est une réalité qu'on ne peut pas nier. On a amélioré la fourniture du courant. Vous saviez à quel rythme on était avant et à quel rythme on est aujourd'hui. On va quand même éviter de parler à notre aise hors du monde. C'est une réalité que les choses se sont améliorées. Certes, on veut plus, c'est normal, c'est un droit pour le citoyen. Vous êtes en Guinée? Mais là, à dire aussi, vous êtes à dire aussi que rien... Non, mais attendez, Diakaria. On ne fait pas de la politique, là. Est-ce que vous êtes en Guinée? Vous avez l'électricité chez vous? C'est bien de dire, comme vous le dites, rhétorique et tout ça. On ne fait pas de politique. Répondez à la question. Monsieur le ministre, c'est aussi simple que ça. Non, mais par rapport au transport, moi, je voulais juste m'appuyer par rapport au transport. Est-ce que vous regardez le long des routes les matins, les citoyens qui sont là arrêtés? Il n'y a pas de moyen de transport, monsieur le ministre. Vous pensez que vous dites que vous avez amélioré les choses. Qu'est-ce qui a marché? Il y a ce train-là qui est arrêté. Depuis combien de temps? Les Guinéens peinent à se déplacer le matin. Et récemment, on nous sort cette nouvelle qu'il faut interdire les taxis motos qui aident les citoyens à se débrouiller pour le déplacement. Madame Diallo, non, je ne suis pas Madame Diallo, désolé. Autant pour moi. Allez-y. Pour moi, si vous permettez, vous serez répondu. Je comprends avec vous qu'il y a des efforts à faire. Vous avez parlé du train tout à l'heure. J'ai dit que la subvention est débloquée dans ce sens-là pour que le train reprenne la circulation afin qu'au niveau du transport urbain, que cela soit atténué. Ça, je l'ai dit. Je comprends avec vous qu'il y a besoin de renforcer le nombre de bus en circulation. Tout ça est une nécessité. Mais convenez également avec moi que l'État le fait avec les moyens. Voilà. Voilà, Moussa Moïsi là, allez-y Moussa. Monsieur le ministre, le pétrole, c'est pas quand même dans nos jardins, d'accord, mais est-ce qu'on peut parler, on peut rêver un jour du pétrole à partir de la Guinée, notamment avec la société Woodside? On sait que vous avez eu un décret dans ce sens du chef de l'État depuis le 24 mars. Où est-ce que vous en êtes dans les négociations pour le offshore guinéen? On peut se permettre d'espérer. Il n'y a pas de raison qu'il ait découvert en Mauritanie, au Sénégal et que la Guinée ne le fasse pas. Le seul secret, je le dis, c'est de dynamiser la recherche. Le Sénégal, depuis 54 ports, aujourd'hui, cumulativement, ils sont à 68 puits pour 10 découvertes, alors que la Guinée n'en a fait que 3. Donc, notre but à nous, c'est ce qui nous a été assigné par son Excellence, le Président de la République, le Premier ministre du gouvernement. On va aller avec des partenaires fiables qui aideront à booster la recherche pétrolière. Donc, avec Woodside, on a avancé, on a fait les premières ouvertures de négociations. D'ici le 2 juillet, ils feront leur proposition. Attention, vous avez dit le 2 juillet. Je n'ai pas dit le forage le 2 juillet, je le précise. Bien. Je dis, on a ouvert les négociations. À partir du 2 juillet, ils sont repartis parce qu'il faut qu'ils se concertent avec le management au sommet. Ils vont nous faire des propositions qui seront acceptées conformément au code pétrolier et également conformément à notre ambition d'accélérer la recherche dans le pays. Bien. Mais cette question, est-ce qu'elle taraude aussi les esprits? Dans quelle proportion le prix du carburant augmentera-t-il les jours à venir?
Alors, si vous prenez le prix dans les pays voisins, le Sénégal aujourd'hui, vous pouvez le vérifier, c'est autour de 12 000, la Côte d'Ivoire 11 000, le Mali 11 000. Bon, je ne veux pas vous dire maintenant, parce que si on a pris la décision d'ouvrir les négociations avec le syndicat, c'est parce qu'on veut aller à une solution médiane, donc qui permet non seulement de faire varier le prix, mais qui aide aussi à adopter les mesures idoines en termes d'accompagnement pour permettre d'amortir le choc sur le pouvoir d'achat. Donc je ne peux pas vous dire maintenant, puisque cela sera déterminé après, après la négociation. Allez-y, Roby. Monsieur le ministre, où en est-on avec le projet du grand dépôt? Parce que beaucoup d'observateurs s'inquiètent par rapport au dépôt de carburant de Kaloum, de Tombo, vu que la population commence à y approcher sérieusement. Je pense qu'il y a même eu un incident là-bas cette année. Vous aviez dans vos valises un portefeuille, dans vos valises un projet de grand dépôt du côté de Forêt-Caria, si je ne me trompe. Où en êtes-vous avec? Le gouvernement est aussi préoccupé que les populations, vous savez, quand ce dépôt a été construit, la densité de la population n'était pas à ce niveau. Donc on convient tous qu'il y a un risque opérationnel. Et pour ça, le président a instruit que les études soient faites. On a déjà, comme vous l'avez dit, effectué les visites exploratoires. On a identifié 2 sites, un dans la zone de Bofa, précisément à Mackenzie, un autre à Mouribaya, dans Maferea. Donc on vient de boucler l'étude de faisabilité. On a convoqué les partenaires pour leur présenter. Certes, c'est pas une opération immédiate, ça se fait sur le moyen long terme. On va donc présenter le coût, l'affiche en termes du coût de réalisation. On en discutera. S'il y en a qui sont prêts à continuer avec nous, on continuera. Si d'autres désistent parce qu'ils ne sont pas confortables financièrement, ils sortiront du projet. Le projet avancera. Mais les instructions sont données par le président de la République dans ce sens et on avancera graduellement. Voilà. Diakaria Koulibaly, en direct ce matin chez les Grandes Gueules. Votre plus-value finalement à la fin du compte, monsieur le ministre? Parce que c'est une première quand même, ce département. Ministre des hydrocarbures et de la recherche pétrolière. Notre plus-value, vous venez de 58 à 2012, on n'avait fait que 2 forages. Moi, j'ai été nommé à la tête de l'ONAP en janvier 2016 et en moins d'une année, on a pu faire un forage. Donc, ça voudrait dire qu'on avance avec le soutien de la hiérarchie. Là, on est en pourparlers avec Total et Woodside. On espère rapidement qu'on avancera dans ce sens-là. Les projets seront soumis au Conseil de ministres et puis à l'Assemblée. On les signera avec l'objectif d'accélérer la recherche en Guinée. Parce qu'en matière de géologie, il n'y a pas de secret. On fait les hypothèses avec les sismiques. Mais pour confirmer ou infirmer ces hypothèses-là, il faut forer. Il n'y a pas de secret en la matière. C'est ce que nous allons faire. Voilà. En tout cas, vous inspirez confiance, Diakaria. Et on vous a à l'œil. Merci beaucoup, monsieur le ministre, d'avoir accepté notre invitation ce matin. C'est moi qui vous remercie. À très bientôt, au revoir. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.